Quand j'avais 5 ans, j'ai contracté une teigne tenace. Les consultations médicales, les traitements médicaux n'y pouvaient rien. Mon père a demandé l'avis d'un praticien qui nous a recommandé d'utiliser la sève de Calotropis procera, le pommier du Sahel, pour ceux qui aiment la botanique. Miraculeusement, après quelques applications, la teigne a disparu. J'ai été marqué par l'efficacité de cette plante. Combien % des populations africaines au sud du Sahara ont recours à la médecine traditionnelle pour leurs soins de santé? Un chiffre? 8 personnes sur 10 en Afrique, au sud du Sahara, utilisent la médecine traditionnelle pour leurs besoins de santé. Le problème est que dans ces systèmes de santé, cette réalité n'est pas suffisamment prise en compte. La médecine traditionnelle n'est pas intégrée dans les systèmes de soins. Et la médecine traditionnelle évolue d'un côté avec les praticiens qui doutent de la médecine moderne, et de l'autre côté, on a les médecins qui sont concentrés sur les dérives de la médecine traditionnelle. Au final, on ne s'enrichit pas pour le bien-être des patients. Des patients comme Raogo. Raogo est un vaillant cultivateur, père de 4 enfants, pour qui aucun sacrifice n'était de trop. Un soir, qui rentrait des travaux champêtres, Raogo est victime d'un accident, fracture ouverte de la jambe. Je le reçois quelques semaines plus tard à ma garde avec une jambe complète gangrénée. Il fallait amputer. Alors, dans ce discours, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que les populations africaines ont recours à la médecine traditionnelle, pourquoi est-ce que les médecins africains devraient s'intéresser à la tradition et qu'est-ce que les Africains doivent faire. Premièrement, pourquoi est-ce que les populations africaines utilisent tant la médecine traditionnelle? Tout d'abord et simplement parce que la médecine traditionnelle est accessible géographiquement et financièrement. Le praticien qui a traité Raogo avant que je ne le reçoive à la garde pour l'amputer et amputer l'avenir de toute une famille, vivait dans la communauté avec Raogo. Raogo pouvait payer à tempérament ou en nature. Deuxième raison, les croyants de l'étiologie, de l'éthiopathogénie des maladies. Raogo était convaincu que son accident est dû à un sort. Ça ne se règle pas à la médecine moderne. Il faut impérativement consulter un praticien. Troisième raison, les populations croient en la supériorité de la tradition sur la médecine moderne. On ne sait pas ce que ces firmes pharmaceutiques mettent dans leurs médicaments. Les plantes, c'est naturel, c'est sain, ce n'est pas toxique. Alors, maintenant qu'on sait pourquoi est-ce que les populations africaines ont recours essentiellement à la médecine moderne, pourquoi est-ce que les médecins doivent s'y intéresser? Je vous l'ai dit, première raison, parce que 80% des populations ont recours à la... Que vous soyez dans un pays européen qui utilise des prises de type votre population et que vous, les médecins, vous êtes des chargeurs de type américain. Vous ne pouvez pas vous brancher à votre population afin de résoudre leurs problèmes. Deuxième raison pour laquelle les médecins doivent s'intéresser à la médecine, c'est que de leur science, de leur lumière, ils peuvent pratiquer, ils peuvent éviter les dérives, éviter que un praticien ait gardé Raogo pendant des semaines jusqu'à ce que sa jambe se gangrène. Troisième raison, et vous n'en doutez pas, il y a des enjeux économiques. Développer la médecine traditionnelle, c'est développer une porteuse, c'est créer des emplois et c'est également atteindre tant recherché et qui a été tant critiqué pendant la crise de Covid où les Africains à faible revenu ont été abandonnés. Il est temps pour moi de vous dire ce que le médecin peut faire pour que la médecine contribue à la santé des populations. Premièrement, ils doivent s'adapter. Ils doivent s'adapter comme cet adaptateur. Et cet adaptateur, c'est quoi? C'est la forme. Il faut impérativement inclure les modules de médecine dans les curricula de formation des médecins africains, qu'ils puissent comprendre et se brancher à leur population. Parce que, au final, 80% de leur population utilise la médecine de développement. Si la recherche et le développement étaient avancés, peut-être qu'il y aurait eu des plantes aux propriétés antibiotiques que le praticien aurait utilisées afin de prévenir l'infection du foyer de fracture et la gangrène de mon patient. Troisième action, c'est de renforcer la réglementation
et la collaboration. Cette réglementation doit être développée, en œuvre et renforcée. Il faut également que par cette réglementation, les médecins collaborent avec les praticiens. S'il y avait une bonne collaboration, le tradipraticien aurait appelé l'infirmier ou le médecin pour demander son avis lorsque la fièvre de Raoult a commencé à monter. S'il y avait une bonne collaboration, le tradipraticien aurait demandé à son patient d'aller à l'hôpital pour passer une radio. Il aurait demandé à son patient d'aller à l'hôpital pour des soins complémentaires. Tant d'opportunités manquées pour sauver Raoult. Quatrièmement, ce qu'il faut faire, c'est de former les tradipraticiens. Si on avait formé le tradipraticien qui a traité Raoult, il aurait compris que quand la fièvre monte à un certain degré, il faut vivement l'envoyer à l'hôpital. Il lui faut des antibiotiques. Alors, je vais conclure en vous demandant de retenir ceci. Que les Africains le veuillent ou pas, qu'ils soient contents ou pas, les populations africaines auront recours à la tradition. C'est à eux de s'adapter. C'est à eux d'ouvrir leur perspective aux besoins de leur population. Il faut impérativement qu'ils développent des médicaments sûrs, qu'on renforce la réglementation et que, enfin, on puisse éviter d'autres cas comme celui de Raoult, dont les enfants ont été déscolarisés après cet événement. Je vous remercie.